La Côte d'Ivoire brille au championnat d'Afrique d'athlétisme de Marrakech au Maroc. La vice-championne du monde Muriel Aouré est devenue championne d'Afrique. Comme elle, deux autres athlètes ivoiriens ont remporté des médailles. Le ministère de la Construction met en vigueur de nouvelles règles en matière de logement. Ces nouvelles mesures ont été expliquées aujourd'hui à la presse. À l'étranger, les premières doses du traitement expérimental de la fièvre Ebola sont arrivées au Libéria. Ce sont les titres. Merci d'être avec nous pour ce 23h. La Côte d'Ivoire a fait parler d'elle lors de l'épreuve des 200 mètres au championnat d'Afrique d'athlétisme de Marrakech au Maroc. Kofi Wilfred a remporté la médaille d'or en homme avec un temps de 20,25. Chez les dames, Muriel Aouré, vice-championne du monde, est devenue championne d'Afrique avec un temps de 22,25, suivie de sa compatriote Taou avec un temps de 22,80. Sébastien Rougnet nous donne les temps forts de la compétition. Enfin, la médaille d'or pour Muriel Aouré. Médaille obtenue de haute lutte devant une autre Ivoirienne, Talou Marie-Josée. Sur ces 200 mètres, Claude Muriel Aouré a montré de belles qualités. Elle a retrouvé toute sa fraîcheur. Son temps, 22 secondes, 35 centièmes. Talou, 22 secondes, 81 centièmes. Les Ivoiriennes ont fait flotter le drapeau ivoirien à Marrakech, au Maroc. On reste avec les 200 mètres, mais cette fois en homme. Après son succès aux 100 mètres, Kofi Wilfred a démontré qu'il fait partie des grands du sprint africain. Il s'impose aux 200 mètres en 20 secondes, 25 centièmes. Un véritable exploit pour cet athlète qui remporte la médaille d'or aux 100 mètres et 200 mètres. Bonne moisson pour la Côte d'Ivoire au 19e championnat d'Afrique des nations d'athlétisme, Maroc 2014. Après le Maroc, retour en Côte d'Ivoire avec des audiences accordées à la primature. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a reçu aujourd'hui les ambassadeurs de l'Inde, de Grande-Bretagne, d'Espagne et de Turquie en Côte d'Ivoire. Au centre des discussions, la coopération, notamment dans le domaine financier. Le chef du gouvernement a également échangé avec le directeur général d'un groupe sud-africain opérant dans l'immobilier, Hugues Hervé-Blé. L'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire est Dinesh Bhatia. Nouvellement accrédité, il a expliqué au Premier ministre que son pays entend renforcer sa coopération dans les domaines de l'économie, l'agriculture et les mines. Le nouvel ambassadeur de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire, Mark Binsberg, s'est penché lui avec le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan sur les relations commerciales qui unissent son pays et la Côte d'Ivoire. À l'ordre du jour, leur amélioration notable. Reçus ce jeudi, les ambassadeurs d'Espagne Fernando Moran et de Turquie Esra Demir ont chacun exprimé au Premier ministre la volonté de leur pays de renforcer leur coopération avec la Côte d'Ivoire et ceci dans bien de domaines. Nous avons abordé les domaines de coopération économique. Et puis également, comme vous savez, nous sommes en train de préparer la visite de Monsieur le Président Ouattara en Turquie l'année prochaine, Inch'Allah. Donc on a abordé cette question aussi. L'opération d'annulation de la dette de la Côte d'Ivoire avec l'Espagne, c'est une grande opération, la plus grande jamais menée par l'Espagne. Ça arrive à 300 millions d'euros, desquels 100 millions vont être transformés pour financer des projets. Ça va être des projets qui sont inclus dans le PND, comme c'est normal. Et le Premier ministre m'a demandé, moi j'étais complètement d'accord, de continuer les échanges à niveau technique pour bien cibler les projets qui vont être financés. Également reçu une délégation du groupe sud-africain Megatron.
Le groupe a conclu en janvier dernier un mémorandum d'entente avec la SICOGI pour la réalisation de milliers de logements sociaux en Côte d'Ivoire. Au centre de cette audience, les investissements du groupe dans le pays. Les études financières sont toujours en cours, mais nous avons prévu une enveloppe de 300 millions de dollars, ce qui fait environ 150 milliards de francs CFA. Des parlementaires européens de passage à Abidjan débattent avec leurs homologues ivoiriens du fonctionnement et des difficultés du Parlement en Côte d'Ivoire. Ils se sont apaisantis sur les questions de population et de développement. L'objectif est de faire un plaidoyer auprès des organisations internationales. Après la Côte d'Ivoire, ces parlementaires européens visiteront le Libéria. Léon Brou. Le réseau des parlementaires européens pour la population et le développement, reçu par la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Sarah Sako. À la représentante de Guillaume Soro, la délégation est venue dire sa disponibilité à œuvrer pour une meilleure prise en compte des questions de population et de développement en Côte d'Ivoire. Yes, as I said before, first of all, is our task after this visit to advocate. 20 ans après la conférence du Caire, 20 ans après la conférence de Beijing, 15 ans après le sommet des Nations Unies sur les objectifs du millénaire. Aujourd'hui, on parle des objectifs de développement soutenu du millénaire. On n'a pas suffisamment mis l'accent sur le développement humain, l'homme au centre de tout. Donc, en venant ici, elles ont touché du doigt les réalités, elles ont touché du doigt les questions qui sont cruciales pour permettre d'influencer les décisions des agences et des organisations internationales. Avant la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, les parlementaires européens ont échangé avec leurs pairs ivoiriens chargés des questions de population et de développement. Objectif, comprendre les lois et leurs mécanismes d'application en matière notamment de lutte contre l'excision et le travail des enfants, la promotion du genre, le planning familial. En réponse, le réseau ivoirien mis en place seulement en mars dernier a expliqué les avancées et difficultés. Nous sommes dans la phase de sensibilisation parce que le député même n'a pas de budget pour faire ce travail-là. Mais nous devons aider quand même le gouvernement à mettre un terme à l'exploitation des enfants dans les mines d'or, dans les plantations du cacao. Les députés européens pour la population et le développement sont arrivés du Ghana. Ils devront se rendre au Libéria voisin pour y apprécier la situation humanitaire imposée par l'épidémie de la fièvre Ebola. Du nouveau du côté du logement, de nouvelles dispositions viennent d'être prises en matière de copropriété. L'annonce a été faite par le ministère de la Construction au cours d'une conférence de presse. Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur. Elles portent entre autres sur l'obligation de payer les charges de la copropriété, le prélèvement des cotisations à la source par un service public. Et c'est ce que nous dit Gabriel Zani. Faute d'entretien, des immeubles de certaines cités paraissent vieux. Des espaces verts, des aires de jeu sont envahis par la broussaille. La gestion de la copropriété dans les cités où les quartiers posent problème. Confrontés le plus souvent au refus des autres copropriétaires de payer les frais de copropriété, des actions isolées se multiplient au niveau individuel sans grand résultat. De nouvelles règles sont désormais définies par le gouvernement. L'un des changements majeurs que nous allons opérer dans le cadre de ce nouveau décret qui a été pris porte sur, j'allais dire, le recouvrement des charges de copropriété. La prise de nouveaux textes réglementaires était nécessaire vu l'insalubrité des cités. L'État fait obligation aux populations de payer les charges de copropriété en prélevant les cotisations à la source. Ces cotisations ne sont pas des taxes de plus. Nous allons demander aux concessionnaires de services publics, par exemple à la CIE ou à la SODECI, de prélever directement à la source les charges liées à la copropriété et donc de les reverser au syndicat de copropriété directement. L'idée, c'est d'éviter qu'à la fin du mois, vous n'estimiez qu'il faut payer ou pas, ou qu'on soit obligé de vous poursuivre, si vous permettez le terme, pour payer. Désormais, des syndics agréés par le ministère de la Construction ou des copropriétaires seront chargés de la gestion des quartiers. Ils serviront d'intermédiaires entre le ministère et les syndicats des cités. 130 jeunes ont été déjà recrutés par le ministère en collaboration avec les mairies. Ils seront formés et constitués en syndic. Le projet débutera au début du mois de septembre 2014. Le ravalement des façades des bâtiments publics et privés aussi.
Le chômage des jeunes diplômés constitue une préoccupation pour l'Agence d'études et de promotion de l'emploi. L'AGEP vient de lancer des sessions de formation complémentaires qualifiantes pour s'apercevoir du résultat de ces sessions. Le ministre d'État, ministre des Affaires sociales et de la formation professionnelle, a visité récemment les structures ayant accueilli des jeunes demandeurs d'emploi. On en parle avec Grace Kando. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité, dans les locaux d'une étude de notaire et un établissement financier de la place. Deux structures qui ont accueilli, parmi tant d'autres, des jeunes demandeurs d'emploi en formation. Objectif de la visite du ministre Moussa Dosso, s'imprégner de la mise en application du programme d'aide à l'embauche. Un programme au profit des diplômés et non diplômés en quête d'un premier emploi. Pour nous, il est important que les jeunes se rendent compte des possibilités que le gouvernement ivoirien met à leur disposition pour soit les insérer en entreprise, soit leur donner des compléments d'information à leur propre formation initiale. Nous avons un vivier de stagiaires qui est formé, une partie utilisée pour renforcer nos capacités en ressources humaines et l'autre est déversée sur le marché de l'emploi. Plus de 500 jeunes ont été formés et 370 sont actuellement en stage dans différentes entreprises. Actuellement, j'ai pu apprendre à faire la formalisation des garanties au service actes et garanties et puis aussi les successions au service contentieux recouvrement. Le programme d'aide à l'embauche a pour objectif, entre autres, d'adapter les profils des demandeurs d'emploi aux exigences des entreprises par des formations complémentaires qualifiantes de courte durée. Je vous fais à présent lecture de ce communiqué. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle communique en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011 modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le vendredi 15 août 2014, fête de l'Assomption, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite Convention, la fête de l'Assomption est déclarée jour férié, chômé et payé, signé par le ministre Moussa Dosso. L'État soutient des jeunes promoteurs. Ces derniers viennent de recevoir des prises en charge d'une valeur de 18 millions de francs CFA. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et des Affaires sociales a procédé à la remise de ces prises en charge. Jeune entrepreneur dans le domaine des maraîchers, Kwasi Kwadio Sylvain vient d'obtenir un appui financier de l'État pour accompagner son projet. Comme lui, 16 jeunes promoteurs d'emploi sélectionnés sur 50 ont reçu un appui financier de 18 millions de francs CFA. Je suis très ravi d'avoir reçu cette distinction aujourd'hui. Le projet porte sur la création de cultures maraîchères. Comprenez par culture maraîchère les tomates, aubergines, piments et autres. Ce projet va prendre en compte 10 jeunes. Je suis bien contente. Je remercie le ministère de l'Emploi qui encourage les jeunes filles à s'intégrer dans la formation professionnelle. Le projet porte sur la construction métallique, la réalisation des citernes des stations et des portes blindées, la protection des maisons. Construction métallique, restauration, céramique et agriculture sont entre autres domaines portés par les 17 projets financés. Ces projets offrent 124 emplois directs. 41% des bénéficiaires de ces projets proviennent de l'intérieur du pays. Les lauréats de cette édition sont issus de la CGC Academy et des écoles de formation professionnelle du ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Environ 2400 jeunes en quête d'emploi ont été enrôlés à l'occasion de la deuxième édition du Salon ivoirien des métiers SIMA, organisé en mai 2014.
Une rencontre internationale de réflexion stratégique en vue de l'installation en Côte d'Ivoire d'un institut d'études stratégiques et de défense se tiendra en octobre prochain à Yamoussoukro autour du thème « Les liens armées-nations ». Quel modèle pour l'Afrique? Avant donc cet événement, le ministre chargé de la Défense a procédé à l'installation du comité de pilotage et d'organisation de cet institut d'études stratégiques et de défense qui va réunir 34 auditeurs originaires des pays de la CEDEAO, du Gabon et du Cameroun. Le compte rendu d'Abou Sanogo. Du 16 au 22 octobre prochain va se tenir à Yamoussoukro une rencontre internationale de réflexion stratégique en vue de l'implantation en Côte d'Ivoire d'un institut d'études stratégiques et de défense. Ces propos sont du ministre chargé de la Défense, Paul Kofi, qui a procédé à l'installation du comité de pilotage et d'organisation de cet institut, lequel institut d'études stratégiques et de défense vise à doter la Côte d'Ivoire d'un cadre de renforcement des capacités des hauts responsables de l'administration, du secteur privé, des armées et de la gendarmerie en matière de réflexion stratégique et de construction d'un esprit de défense. L'Institut d'études stratégiques et de défense est de ce fait le plus haut de l'enseignement militaire supérieur. L'Institut, c'est important et aussi ça permet, n'est-ce pas, de brasser des sommités qui viendront africaine, internationale, mondiale, régionale, etc. pour échanger. Le thème retenu, c'est armée-nation, c'est-à-dire les relations entre les armées et les États, voir comment est-ce qu'on améliore ces relations, comment est-ce que le militaire est perçu au sein de la population. Il est important que la Côte d'Ivoire, qui a un positionnement régional, puisse en faire non seulement un institut national, mais aussi un institut national à vocation régionale. 15 personnes composent le comité de pilotage. Le ministre chargé de la Défense en assurera la présidence. Il sera secondé par 2 vice-présidents. Ils seront aidés dans leurs tâches par 13 membres. La rencontre de Yamoussoukro se tiendra autour du thème « Les liens armées-nations, quel modèle pour l'Afrique ?» Elle réunira 34 auditeurs originaires des pays de la CEDEAO, du Gabon et du Cameroun. La police nationale vient de déférer 120 microbes. Les microbes, ce sont des jeunes gens de sexe masculin âgés de 9 à 18 ans. Ils troublent la quiétude des populations dans certains quartiers du district d'Abidjan. Leurs cibles sont attaquées à l'aide de couteaux, de machettes, de gourdins et cela crée le désarroi dans certaines familles. Avec ces 120 microbes interpellés, il est clair que la police nationale est déterminée à éradiquer ce phénomène. Hamza Diaby. Les microbes des jeunes délinquants de 9 à 18 ans troublent le sommeil des populations. Ils agressent horriblement leurs cibles sous l'effet de la drogue, à l'arme blanche ou à feu. Aujourd'hui, le phénomène est combattu avec acharnement par la police qui a mis en place plusieurs stratégies de lutte. Nous avons la sensibilisation à travers des rencontres avec différents responsables religieux et coutumiers. Et la mise sur pied des groupes d'intervention antimicrobes. Il y a l'organisation des patrouilles pédestres et motorisées. Il y a le découpage des zones de compétences des commissariats en secteurs dirigés par des officiers. Dans la commune d'Abobo, ces stratégies portent déjà fruit. Interpellation et déferment de 122 microbes. De 0,1 attaque, nous sommes passés, et par jour, nous sommes passés à 4 attaques en 3 mois. 5 microbes ont été tués. Le parquet aujourd'hui n'est plus, au départ, il pensait que c'est une affaire des enfants. Donc quand on envoie les jeunes interpellés qu'on a défaits, ils jouaient un peu, mais aujourd'hui ils se sont rendus compte que le phénomène était grave et qu'il faut qu'ensemble on mette une lutte efficace et sans merci. Et je pense que cela a payé. À ces résultats, l'on peut ajouter les 9 opérations qui ont permis la destruction de 178 fumoirs et la saisie de plusieurs kilogrammes de cocaïne, d'héroïne et de cannabis. Pour être plus efficace, le district de police d'Abobo sollicite le renforcement de ses effectifs, la réparation des 6 véhicules en panne, la dotation en moto et l'équipement en armement collectif. La section Côte d'Ivoire de l'Union internationale de la presse francophone
prépare les prochaines assises de l'Union internationale de la presse francophone qui se tiendront à Dakar, capitale sénégalaise. Elle a convié aujourd'hui les journalistes ivoiriens à une assemblée générale d'information. À l'ordre du jour de cette assemblée, le renouvellement des instances dirigeantes nationales de l'UPF, la distribution des cartes de membres, les conditions de participation aux prochaines assises de l'UPF à Dakar. Et je rappelle que cette assemblée générale d'information a eu lieu à l'Institut des sciences et techniques de la communication à Cocody. On en parle avec Herman Niamier. C'est à Dakar, la capitale sénégalaise, que vont se tenir les prochaines assises de l'Union internationale de la presse francophone, UPF. Ces 43e assises qui auront lieu du 18 au 24 novembre prochain seront l'occasion pour les membres de renouveler les instances dirigeantes et de définir la nouvelle identité et le nouveau visage de l'Union. Ces informations ont été données par Alfred Damoussa, membre du comité international de l'UPF. L'ex-président exécutif de l'UPF a profité de l'occasion pour donner les conditions pour participer à ces assises de Dakar. Pour se rendre à Dakar, il faut prévoir son billet d'avion et une participation de 20 000 francs. Je pense que l'organisation prévoit sur place que l'hébergement soit supporté par le pays d'accueil, le Sénégal. Alfred Damoussa précise que ces assises interviennent après la crise qu'a connue l'Union en 2010. La section UPF Côte d'Ivoire, elle, procédera au renouvellement de ses instances dirigeantes après les assises de Dakar. Le président exécutif national de l'UPF, Adama Koné, exhorte donc les journalistes à y adhérer pour rendre l'Union plus dynamique en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie a été aussi l'occasion pour les initiateurs de rendre un hommage à Laurent Donafologo et à Auguste Séverin Mirmont, tous deux anciens présidents exécutifs de l'UPF, et également à Ibrahim Koné, membre du comité international de l'UPF, pour leurs actions en faveur du rayonnement de la presse ivoirienne. La Côte d'Ivoire a célébré récemment dans la ville de Mans la Journée internationale de l'arbre. Le thème de cette édition 2014, plantons des arbres pour lutter contre le réchauffement climatique. Le ministre des Eaux et Forêts a mis à profit cette célébration pour inviter la population au reboisement. Eve Boué et Franck Quadio pour le compte-rendu. Un groupe de danseuses mimant une scène de planting d'arbres, un fait pas anodin. Le décor est planté. Nous sommes sur le site de la Place de la Paix, dans la ville de Mans. C'est la célébration officielle de la Journée nationale de l'arbre. Pour l'édition 2014, le thème choisi, plantons des arbres pour lutter contre les effets du changement climatique. Pour rappel, la Côte d'Ivoire a perdu plus de 80% de son couvert forestier de 1960 à nos jours. La situation est alarmante et les conséquences désastreuses. Chaque année, ce sont entre 150 000 et 200 000 hectares de forêts qui disparaissent dans notre pays. Cela revient à dire qu'à chaque heure dans la journée, la forêt qui disparaît est l'équivalent d'un stade de football. Cette journée a permis au ministre des Eaux et Forêts, Mathieu Baboudaré, de sensibiliser les populations au reboisement. Objectif, accroître les ressources forestières du pays. Le gouvernement ivoirien à l'époque avait décidé de reboiser 100 000 hectares par an. Et on a constaté qu'en réalité, on ne faisait que 1000-1500 hectares. Donc ça veut dire que, c'est la conclusion de l'étude, que d'ici 2040, on n'aura plus de forêt. Et pour une forêt renouvelée, des actions fortes en ligne de mire. Par exemple, le projet réhabilitation du flanc de montagne dont les locaux sont inaugurés et une séance de planting d'arbres sur les flancs de montagne de Mans. Sans les forêts, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'agriculture. Et pour nous, être aux côtés du gouvernement et notamment aux côtés du ministère de l'Agriculture pour réhabiliter les flancs de montagne qui sont en train de se dénuder au fur et à mesure est un acte très important que nous soutenons. Mise en œuvre de projets, mais aussi entretien avec les opérateurs économiques de la filière bois. Il s'agit de s'imprégner de leurs difficultés. Large tour d'horizon donc pour cette 16e journée nationale de l'arbre, journée instituée par décret depuis 1983 et célébrée chaque 5 juillet. Cette année, elle a eu lieu le 11 août. Le président de la République effectuera en septembre prochain une visite d'État dans la région de l'Ifou, une visite qui annonce le développement de cette région. Et déjà, le canton Badra, dans le département de Pricro, exprime sa reconnaissance au chef de l'État pour les actions de développement. Mamadou Kwasi. Situé dans le département de Pricro,
Dans la région de Lifou, le village de Nafana du canton Badra rencontre d'énormes difficultés pour son développement. Celles-ci s'inscrivent dans le cadre d'un manque d'infrastructures de base. Pas d'électricité, pas d'eau courante et la seule école construite dans les années 80 attend d'être réhabilitée et dotée en matériel didactique. Le dispensaire également veut bénéficier d'une maternité. En érigeant Nafana chef-lieu de sous-préfecture en mars 2008, les populations espéraient un changement de situation. Mais hélas, aujourd'hui, grâce au président de la République Alassane Ouattara, 4 des 11 villages sont en cours d'électrification ou attendent encore leur mise sous tension. En plus, le chef de l'État a permis l'affectation en janvier 2014 du tout premier sous-préfet depuis 2008. Ne disposant pas de locaux pour accueillir le sous-préfet et son personnel, le représentant de l'État faisait la navette entre Pricro, le chef-lieu de préfecture, et Nafana. Mais aujourd'hui, Urbain Eti pourra habiter et travailler sur place. Il y bénéficie d'une résidence et de bureaux, une œuvre des fils du canton Badra. La cérémonie de remise des clés a été l'occasion pour le peuple andor d'exprimer sa reconnaissance au président de la République pour ses efforts de paix et de développement, mais aussi pour l'affectation du tout premier sous-préfet de Nafana. Les populations ont émis le vœu de disposer de financement de micro-projets en faveur des jeunes et des femmes. D'autres doléances portant sur l'amélioration des conditions de vie ont été faites. Le sous-préfet Urbain Eti a appelé les fils et filles du canton Badra à l'union et à la solidarité afin de lutter efficacement contre la pauvreté dans leur sous-préfecture. Au cadre, il a demandé la mise sur pied de projets immobiliers et des actions à soutenir les efforts du gouvernement. Une séance de bénédiction a mis fin à la cérémonie. Un mot de culture, le cinéma ivoirien à la reconquête des marchés internationaux. Les acteurs de cette industrie veulent lui donner un nouveau souffle. Pour arriver, le ministre de la Culture et de la Francophonie envisage de vendre le cinéma ivoirien avec des acteurs connus au plan international. Il a déjà rencontré dans ce cadre l'acteur ivoirien Isaac de Bancolé, basé aux États-Unis, ainsi que le réalisateur du film Ran, Philippe Lacote. Le ministre Maurice Bandama prévoit aussi la participation de la Côte d'Ivoire à d'autres festivals. Serge Collier. Après la participation de la Côte d'Ivoire au Festival de Cannes 2014, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Le cinéma ivoirien, honoré à travers le réalisateur Philippe Lacote et l'acteur de classe mondiale Zachary Bancolé, alias Isaac de Bancolé, doit désormais s'imposer comme un label de qualité. Aussi, au moment de saluer ces cinéastes pour leur professionnalisme, Maurice Kwaku Bandama a-t-il annoncé de bonnes perspectives pour l'avenir du 7e art ivoirien. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Culture, je tiens à leur côté pour les soutenir et défendre leurs projets. Nous voulons être régulièrement présents sur les grandes scènes du cinéma du monde. Nous voulons être à tous les grands festivals. Et nous comptons sur nos compatriotes Philippe Lacote et Isaac de Bancolé. Isaac de Bancolé, basé aux États-Unis, jouit d'une riche filmographie. Il a notamment joué dans la saison 7 du film à succès 24 heures chrono, aux côtés du célèbre personnage principal de ce film, Jack Bauer. L'acteur, après avoir joué dans Ran, veut faire un véritable retour aux sources avec un projet de science-fiction africaine que la Côte d'Ivoire entend accompagner. Ça fait 14 ans que j'écris ce projet qui s'appelle One Way Ticket. En tout cas, une bonne partie de ce film se passe là d'où je viens. Donc, il y a une grande partie de One Way Ticket qui se passe ici en Côte d'Ivoire. Je pense que avec l'aide de Philippe, de sa production, du soutien du ministère de la Culture et de l'État ivoirien, les choses vont démarrer assez vite. Le cinéma ivoirien qui célèbre son cinquantenaire cette année doit monter en puissance, a indiqué le ministre de la Culture et de la Francophonie. Les populations les ont réclamées et les États-Unis ont autorisé leur envoi. Les premières doses du traitement expérimental de la fièvre hémorragique Ebola sont arrivées au Libéria. 2 médecins contaminés par le virus dans ce pays vont pouvoir, avant tout le monde, pouvoir suivre leur traitement et peut-être guérir de la maladie qui déjà a fait plus d'1 millier de morts en Afrique de l'Ouest. 2 petites boîtes en carton transportées par le ministre libérien des Affaires étrangères en personne. Ce sont les premières doses du traitement expérimental contre la fièvre Ebola arrivées mercredi au Libéria. Elles sont destinées à 2 médecins libériens actuellement traités dans un hôpital de Monrovia.
Les premières doses de ZMapp et peut-être les dernières pour le moment, car la firme californienne qui développe ce traitement affirme que ses stocks sont déjà épuisés. Pour les autorités libériennes, il est clair que ce remède n'est pas la seule solution. Pour moi, ce n'est pas la solution, ce n'est qu'un essai. Nous devons continuer notre dépistage, notre système de surveillance. Nous devons continuer nos campagnes d'information, tous les mécanismes qui enrayeront la transmission du virus pour que nous éradiquions la maladie. Ces mécanismes ont été clairement identifiés par l'Organisation mondiale de la santé. Ce qui marche, c'est d'identifier les cas et d'isoler les cas suspects, leur faire un test, suivre la trace des personnes en contact avec les cas suspects ou confirmés et, si besoin, les isoler. En l'absence de traitement disponible pour tout le monde, la question de savoir qui peut en bénéficier est particulièrement sensible. En règle générale, ce sont les personnels soignants qui sont prioritaires. Il y a quelques principes sur lesquels les gens sont d'accord. Premièrement, les personnes qui travaillent en première ligne, comme professionnels de la santé, doivent être prioritaires parce qu'il est important qu'elles puissent revenir pour aider les gens. Deuxièmement, il faut s'assurer que les médecins qui soignent les personnes infectées sentent que si quelque chose se passe mal, on s'occupera d'eux. Outre le ZMapp, le Canada a annoncé hier qu'il mettait à la disposition de l'OMS 800 à 1000 doses d'un vaccin expérimental développé dans un de ses laboratoires publics. Il s'est révélé efficace pour les animaux, mais il n'a jamais été testé sur l'homme. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée sur RTI1.